antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro spécial l'apéro ciné. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il y a un an jour pour jour aujourd'hui, l'émission se lançait en direct sur Twitch. Pour cette première émission, j'avais reçu un ami, un collègue que je vais vous présenter dans les quelques secondes qui vont venir, pour nous parler d'un sujet qui me tenait à cœur et pour qui il était à mes yeux l'invité parfait. C'était parler de la critique amateur. Malheureusement, lors de cette première émission, il y a un an, première oblige ou presque, elle avait été émaillée de beaucoup de problèmes techniques, ce qui faisait que malheureusement, si vous n'êtes pas un auditeur de la première heure de l'émission, vous n'avez pas pu découvrir cette émission après. Et donc pour les 1 an de l'émission, j'ai invité Thomas à me rejoindre aujourd'hui pour qu'on puisse vous réenregistrer l'émission et vous reproposer le contenu parce que le débat était très intéressant et avait plu. Bonjour Thomas, comment ça va ? Bonjour Antoine, merci de tous ces beaux compliments déjà, et ça va bien et toi ? Eh ben ça va très bien. Alors pour ceux qui te connaissent pas, tu es l'ancien rédacteur en chef d'un site qui s'appelle Cinémacro. Il me semble peut-être qu'on s'est croisés là-bas. Peut-être, assez rapidement je crois. Ouais, pendant 5 ans à peu près. On peut t'entendre en ce moment sur ActuVu, peut-être que tu veux le présenter en préambule ? Exactement, donc ActuVu c'est un podcast d'actualité qui est destiné avant tout aux étudiants qui préparent les concours d'entrée en école de journalisme, mais au-delà à tous ceux qui s'intéressent à l'actualité, qui veulent avoir un regard un peu plus neuf sur l'actualité. Donc on a des émissions hebdomadaires qui sortent tous les samedis, et on a également des hors-séries sur la présidentielle qui sont déjà sorties, donc je vous invite à aller découvrir ça sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, etc. Et on est présent sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ActuVu, votre podcast d'actualité qui est le phare dans la nuit tumultueuse de vos révisions. Moi c'est Thomas et je suis à la barre cette semaine pour un programme encore chargé. Voilà, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas à côté, tu es en école de journalisme, tu es à l'EJT, l'école de journalisme de Toulouse. C'est ça exactement, depuis maintenant, presque 2 ans maintenant. Et ce qui tombe très bien parce que tu vas être le pont parfait pour nous, pour l'émission d'aujourd'hui, qui sera consacrée à la critique amateur cinéma, un phénomène qu'on a vu pulluler depuis quelques années, maintenant sur les réseaux sociaux et sur Internet globalement, auquel on a activement pris part avec Thomas, avec Cinémacro et en tout cas j'espère que persiste l'apéro ciné, un peu pour faire l'autocritique de ce mouvement-là, et aussi pour faire les ponts avec le monde professionnel. Je te propose peut-être, avant qu'on attaque le débat, que tu passes une nouvelle fois du coup au célèbre, au fameux questionnaire de Proust, tant redouté par les invités. Est-ce que t'es chaud ? Avec plaisir Antoine, allons-y. Et je vais commencer du coup par la première question. Je voudrais savoir quelle est ton entrée en cinéphilie. Ça me paraît assez évident, et la réponse aussi est quel serait mon film ultime ou mon film favori. Peut-être que j'anticipe une question, mais ce serait Apocalypse Now. J'avais 16 ans. Ça fait du temps maintenant, ça fait 8 ans. Premier choc, je pense, cinéphile. Première fois que je me suis rendu compte que le cinéma était plus qu'un divertissement, c'était un art. Donc je pense que ce serait ce film-là, ouais. Très très bon choix. Ça maintenant tu connais, il paraît que t'as un peu anticipé. J'aime pas trop ça quand tu prends un peu la main là-dessus. Il paraît que t'as déjà été soumis là-dessus. Alors là, as-tu des preuves de ce que tu avances ? Il paraît que j'ai des preuves audio là justement et j'ai des témoins audio pendant quelques minutes. Du coup, pour enchaîner, Thomas, j'aimerais savoir quel est ton classique ennuyeux. La réponse est tout aussi. Je pense que ce serait Laura d'Otto Preminger. Je l'avais découvert parce que, voilà, vous l'apprendrez, je suis grand fan de David Lynch. Il se trouve que David Lynch a été beaucoup inspiré dans son travail par Laura. Et donc j'ai été un petit peu, on va dire, obligé de le découvrir pour voir ce qui a inspiré le maître, on va dire. Et j'avais trouvé le film, je vais pas dire banal, mais peut-être pas à la hauteur de la réputation comme on avait fait. Donc au-delà d'ennuyeux, même si le terme est un petit peu fort, c'est un film qui m'a laissé un petit peu de marbre alors que j'en attendais plutôt pas mal.
Moi, j'avoue, je confesse que je l'ai pas vu, donc je pourrais difficilement te contredire. Peut-être que les gens qui nous écoutent actuellement sur Galaxy Pop pourront venir en parler. On est justement sur le Discord, donc vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas à venir en discuter avec nous. De toute façon, de toutes les réponses que tu vas nous donner pour le questionnaire de Proust et tout la suite du bas, je vous invite à nous rejoindre sur Discord et sur le Discord de Galaxy Pop. J'enchaîne avec la troisième question du questionnaire de Proust. Je voudrais savoir quel est ton plaisir coupable. Question compliquée parce qu'en même temps, je vais pas dire que je n'aime pas cette question, je n'oserais pas te faire cet affront, mais parler d'un plaisir coupable, ça voudrait dire que qu'on aurait honte un petit peu d'aimer tel ou tel film. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une vision que je partage. J'aurais du mal vraiment à dire quel est mon plaisir coupable parce que je pourrais te dire que c'est un Marvel ou quelque chose comme ça, mais j'aurais jamais honte de regarder ces films-là parce que je les regarde dans un état d'esprit qui est pas le même que si tu regardais un grand classique. Donc comme ça, je pourrais te dire un film Marvel, un Endgame ou un Captain America par exemple, mais le côté plaisir coupable est pas n'est pas une vision du cinéma que je partage, même si la question est tout à fait logique. Ah oui, Endgame dont tu avais fait une critique, il me semble, sur Cinémacro à l'époque. Assez acerbe hein, dans mes souvenirs, hein, mais à la hauteur, je dirais, un petit peu de la déception qu'était le film et surtout voilà, on a 21 films pour en arriver à ça, voilà. Je trouvais que c'était un petit peu ténu comme résultat, quoi. De toute façon, pour tous les articles dont on parlera, vous pouvez aller lire la plume acerbe de Thomas. Les liens sont dans la description. Ça va, dans mes souvenirs, quand même, tu avais été moins acerbe sur Endgame que sur un autre film de super-héros du nom de Venom. N'en parlons pas. Je rassure ceux qui nous écoutent, je parle aussi de films que j'aime bien, hein. Voilà. Je ne fais pas que détruire des films tout de même, hein. Je parle aussi de ce que j'aime. Tu citeras peut-être Venom pour la question suivante ou pas, mais j'aimerais savoir quel est le film qui t'arrache une larme. Ah, Venom, ce serait peut-être une larme de douleur du coup, peut-être, mais plus récemment, ça a été En attendant Beaujean que j'ai découvert au cinéma tout à fait récemment, parce qu'il est sorti le mois dernier, il me semble. Euh, c'est un film assez banal, on va dire, dans sa construction. Je veux dire, c'est pas un film révolutionnaire, mais finalement, ça marche, ça arrive à émouvoir, ça arrive à, à, à provoquer des émotions fortes. Et la performance, je trouve, de Grégory Gadebois est vraiment excellente. Je pense que c'est l'un des plus brillants acteurs qu'on a actuellement en France. Et ouais, on se laisse prendre au jeu de l'émotion et malgré que le film soit assez classique dans sa construction, voilà, on se laisse prendre au jeu et on lâche une petite larme. Ben, je ne l'ai pas vu, alors il sera sûrement plus en salle au moment où vous écoutez, parce qu'on a pris un peu d'avance pour enregistrer cette émission, mais vous pourrez sûrement le découvrir peut-être dans quelques semaines en format physique, et, euh, et vu la description que tu en fais, moi en tout cas j'ai très hâte de le découvrir. Eh ben, je le tiens en juin, en tout cas. Quel est le film pour toi pour une soirée à plusieurs? Ah, justement, on a parlé des Marvel. Je pense que pour un film pour une soirée à plusieurs, en tant qu'amateur de cinéma, on va dire, on a toujours envie de faire découvrir des choses à nos amis, etc. Mais il faut toujours prendre en considération qu'on n'a pas le même regard sur le cinéma. Donc, je serais prêt à laisser tenter un Marvel, par exemple, pour une soirée à plusieurs, parce que c'est le genre de film que tout le monde est sûr d'apprécier. Pour une soirée à plusieurs, c'est un film qu'on peut suivre sans trop d'attention, on va dire, et sans trop se perdre. Un film où on peut poser son cerveau, comme on dit, on va dire. Voilà, je ne ferai pas découvrir un Bellatar à des amis pour une soirée à plusieurs, quoi. Donc un Marvel, quelque chose d'assez tranquille, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Tu es vraiment là-dessus pour un côté vraiment très divertissement, très facile d'accès finalement. Oui, parce que je pense voilà, comme je t'ai dit, le fait est aussi que toi comme moi, on doit avoir des amis qui, autour de nous, ne sont pas cinéphiles. Donc voilà, c'est toujours risqué de leur faire découvrir des films qui te sont chers, mais qui peuvent, à eux, leur paraître un peu inaccessibles. Donc moi, je pense que voilà, pour une soirée à plusieurs, pour se détendre, je pense que c'est le divertissement idéal, quoi. Effectivement, je suis plus dans une logique de divertissement que de réflexion. Je pense que la réflexion, ça se fait tout seul peut-être moins, mais ou alors dans un autre contexte, mais voilà, plus peut-être une logique de divertissement, effectivement.
Je voulais savoir qui est l'actrice ou qui est l'acteur qui te pousse dans les salles. Récemment, je pense que la réponse est évidente, c'est Adam Driver. On a vu l'année dernière une année absolument formidable. Et même dans des films qui, en fait, ne sont pas, on va dire, assez, voilà, qualitativement élevés, on va dire. Je pense à l'année dernière, par exemple, quand il fait Annette ou il fait The Last Duel, qui sont vraiment d'excellents films. Et il fait à côté House of Gucci, qui pour moi est un film plutôt moyen, mais où il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Un acteur qui me pousse à aller le voir dans les salles, c'est avant tout un acteur dont je sais que même si le film est mauvais, il est tellement bon qu'il y ressortira comme un point positif et qu'il arrivera à tirer son épingle du jeu. Et je pense que c'est l'un des rares acteurs où voilà, où je sais que si j'y vais, il y aura quelque chose à tirer de lui et au moins j'aurais pas perdu ma séance. Donc c'est pour ça que ce serait lui qui me pousse directement dans les salles les yeux fermés. Et d'ailleurs, parce que c'est souvent un débat que je vais revenir, est-ce que sa participation à la post-logie Star Wars, tu l'inclus dans cette capacité à attirer un peu les films hors de... Enfin, qui tirent la film vers ton intérêt? Mm. Oui, je pense parce qu'en plus c'est sûrement le personnage le plus intéressant de la postlogie, même si il n'est pas brillamment écrit comme ne l'est aucun des personnages à mon avis de la postlogie, mais ça reste le personnage le plus intéressant de cette trilogie. Quand bien même c'est pas le rôle évidemment qui permet à un acteur de donner le meilleur de lui-même, c'est voilà, il participe aussi du fait qu'il est le personnage le plus appréciable de la trilogie, donc j'inclus volontiers la trilogie là-dedans, même si je me passerais bien de la revoir, j'admets. Et voilà. Trilogie qui, on en a beaucoup débattu en off, nous a laissé des sentiments différents, toi et moi. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma. Alors c'est un truc qui est très récent au cinéma et c'est quelque chose, une réflexion que je me fais de plus en plus et particulièrement récemment avec le premier trailer de Jurassic World 2, je sais même plus où ils en sont, mais donc le nouvel, non 3 du coup, parce qu'il y a eu Fallen Kingdom, le nouvel opus de la saga Jurassic Park, on va dire. C'est cette manière en fait et c'est ce que montre la bande-annonce, de traiter la nostalgie euh, de manière assez cynique en fait, de traiter cyniquement, on va dire la nostalgie par ce côté métaphysique, en incluant la nostalgie au sein de son film. On le voit avec le retour de certains personnages clés. Euh, En traitant ça, c'était même un peu l'idée du premier Jurassic World de dire qu'il faut arrêter de regarder dans le passé, etc. J'en ai un peu assez de ces films en fait on va dire, qui s'accaparent la nostalgie, qui s'en servent comme un moyen un petit peu, je dirais, commercial, mais qui critiquent en fait cette nostalgie. Je vois peu en fait de cinéastes actuellement qui sont pas cyniques sur cet aspect-là. Et de manière générale, je trouve que le cinéma actuel est quand même très cynique sur tout ce qu'il est. Et c'est quelque chose qui a tendance à m'agacer un petit peu voilà, de profiter de cette nostalgie tout en la critiquant, quoi. Je vais me permettre de faire une ouverture si tu le veux bien. On a sorti, alors il y a quelques temps maintenant, à l'heure où vous écoutez ce podcast, on a sorti un podcast justement qui revenait un peu sur la dernière partie de carrière de Martin Scorsese, notamment sur son dernier film en date à l'heure où on enregistre, c'est The Irishman, Mhm. qui traitait aussi un peu frontalement cette nostalgie. Est-ce que toi tu étais un peu d'accord avec la vision de Scorsese un peu dans ce film sur la nostalgie ou t'en as pensé quelque chose de différent? Justement, je trouve que c'est intéressant puisque c'est pas traité de manière cynique. Je pense qu'on peut pas qualifier Scorsese de réalisateur cynique. Et ça montre juste en fait que on va dire comme ces vieilles gloires entre guillemets qui finissent un peu par mourir dans leur coin parce que c'est le cycle de la vie de mourir et de renaître d'une manière différente. Je suis pas du tout, voilà, je crois pas du tout en la réincarnation, mais l'idée de reconstruire sur ce qui a été fait avant. J'aimais bien justement cette idée, ce regard que posait Scorsese, non pas sur le cinéma d'avant, mais sur son propre cinéma, sur la manière dont il avait eu d'instaurer une manière de voir les gangsters avec le diptyque Les Affranchis Casino, et comment justement il arrivait avec The Irishman à dire on en a fait des gloires, on en a fait des totems, on va dire, mais ça ne reste que des personnages qui sont voués
de toute façon à l'échec parce qu'ils sont voués à mourir, ils sont voués à vieillir et qu'il faut laisser ça derrière soi et reconstruire quelque chose de nouveau. Et là-dessus, voilà, je pense que je mets Scorsese un petit peu de côté par rapport à cette vague un peu cynique, puisque lui ne l'utilise pas de manière émontée pour faire du commercial, mais il l'utilise pour avoir un propos. Et c'est là où je pense que c'est cynique, c'est parce que je pense que ça n'a plus de propos désormais, quoi. C'est plus un argument commercial qu'une vision artistique, quoi, la nostalgie au cinéma aujourd'hui. Ah oui, totalement. Enfin, ça me paraît évident quand on fait revenir. Enfin, je reprends l'exemple de Jurassic World 3, quand on fait revenir les personnages du premier film. Tout ça pour dire qu'il faut arrêter de. Enfin, tout ça pour dire que je n'ai pas vu le film, évidemment, mais la bande-annonce laisse penser que l'idée c'est qu'il faut laisser la nostalgie derrière soi, etc. Ça me paraît un petit peu contre-productif, c'est-à-dire que le film s'aborde lui-même. Voilà, c'est là où je fais la différence entre un Scorsese qui s'en sert de manière un peu attendrie et d'autres qui s'en servent de manière un peu plus cynique, quoi. Et je vais continuer un peu le questionnaire de Proust avec une question qui va peut-être un peu rejoindre, d'une certaine manière, ce que tu viens de dire. Mais est-ce que le streaming, c'est pas l'avenir du cinéma, lui qui joue tant sur la nostalgie parfois? Oh, oula. Pour moi, je serai clair, je n'espère pas que le streaming sera l'avenir du cinéma, certainement pas. Parce que Parce que pour une simple et bonne raison, c'est que ceux qui sont en charge de ces plateformes de streaming, bon, Netflix, Amazon Prime, etc., ne sont pas les artisans qu'étaient, je pense, les producteurs, que sont encore certains producteurs de cinéma. C'est-à-dire que ils estiment par exemple qu'il faut laisser tous les pouvoirs à un réalisateur, et c'est pour ça que beaucoup de réalisateurs vont chez eux, c'est parce qu'ils laissent une liberté artistique totale. Je ne crois pas à cette théorie qui veut que l'artiste soit meilleur s'il est complètement laissé libre de tout mouvement. Je pense que le cinéma, c'est un dialogue permanent entre ces différentes composantes, entre un réalisateur, un scénariste, un réalisateur, un monteur, mais aussi un réalisateur, un producteur. Un producteur, c'est aussi un artisan, c'est aussi quelqu'un qui connaît le cinéma. Et là-dessus, je pense que les plateformes, je rejoins un petit peu encore ce côté, je vais peut-être parler beaucoup de cynisme, mais sont un peu cyniques en prétendant laisser la liberté à leurs auteurs, tout en sachant finalement que leur film ne leur rapportera pas grand-chose, mais qu'ils se feront rattraper sur leur grosse production, etc. C'était une petite digression, mais est-ce que le streaming est l'avenir du cinéma? Je ne pense pas. Je pense que les salles ont assez douillé, si je puis me permettre, pendant la pandémie, du fait qu'elles étaient fermées, notamment, évidemment. Mais je pense que l'expérience de la salle, l'expérience collective de la salle, ne remplacera jamais celle du streaming. Et voilà, je pense que le cinéma restera en salle encore pour un bon bout de temps, bien que voilà, les gens se précipitent de moins en moins dans les salles ces derniers temps, malheureusement. Alors, avant d'attaquer le débat, je te propose une avant-dernière question, qui sera peut-être un peu plus positive pour toi que les deux dernières. Je voulais savoir quelle était ta sainte trinité du cinéma. De manière générale, enfin tout réalisateur, acteur mélangé. Tes trois réalisateurs favoris, en somme. Ok. Euh, j'ai déjà cité évidemment, mais je mettrais Lynch tout en haut. Ça me paraît assez évident. C'est quelqu'un qui m'a, on va dire, un peu sauvé du cinéma, on va dire, puisque il est arrivé à un moment donné où j'avais plus trop la flamme, etc. Et où j'ai découvert quelque chose de nouveau qui m'a redonné un petit coup de pouce pour me relancer un petit peu dans la découverte de cet art. Qui je pourrais mettre en deuxième et troisième? Je pense que Sergio Leone a été aussi important parce que ça reste quand même un cinéaste majeur dont l'influence se voit peut-être moins aujourd'hui, en tout cas chez moins de réalisateurs, mais elle est toujours aussi importante et je pense que il est l'un des rares qui a quasiment défini à lui seul un genre cinématographique. Et voilà, il y a aussi de nombreuses œuvres de Leone qui font partie de mon panthéon. Et je rajouterais, je pense, Coppola, Francis Ford, le père en tout cas, euh, parce que je pense que c'est un des cinéastes américains, en tout cas, le plus intéressant dans la manière qu'il a eu d'à la fois être un cinéaste de blockbuster, au sens le plus propre du terme, d'ailleurs Le Parrain 2 ou Apocalypse Now, ce sont des blockbusters, pour pouvoir financer des projets beaucoup plus personnels. Et là, je pense à Coup de cœur, je pense à la Conversation secrète, je pense à Détroit aussi, etc. Enfin,
Je pense que c'est le cinéaste qui a su le mieux lier film d'auteur et cinéma de grand spectacle, et un film comme Le Parrain, le premier du nom, c'est peut-être l'exemple le plus parlant. Donc ce serait ça, ma sainte trinité: Lynch, Coppola et Monsieur Léon. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu des apéros ciné consacrés à David Lynch et à Sergio Leone que vous pouvez retrouver encore une fois dans la description. Et je vais finir par boucler la boucle, puisque mon petit doigt me dit peut-être qu'on aurait été spoilé. En termes de réponse pour cette dernière question, je voudrais savoir quel est ton film ultime. Alors, bon bah voilà la réponse. Comme tu l'as dit, j'ai un peu spoilé la réponse en début d'émission, mais ce serait Apocalypse Now. Je pense que dans une époque où les blockbusters, où les films à grand spectacle se ressemblent tous, où il y a une certaine uniformisation des thèmes, des visuels, où l'ambiance, on va dire, est un petit peu morose. Je pense que revoir ce film, c'est aussi se rappeler que le cinéma, c'est aussi le réalisateur qui met les mains dans le cambouis et voilà, qui va sur le terrain, on va dire, et qui donne tout pour son film, et donc le résultat se voit à l'écran. Je veux dire, c'est un film quand même qui est mythique par plein d'aspects et qui est absolument total, c'est-à-dire il y a tout dedans, il y a une grande musique, il y a de grands acteurs, il y a une grande histoire aussi, il y a des grands coulisses de tournage, je veux dire, il y a tout. En fait, dans ce film, il y a tout, et je pense que si on devait résumer le cinéma à un seul film, si on devait montrer pourquoi le cinéma, pour moi, surpasse les autres arts, ce serait pour ce film-là. Eh ben, je trouve que c'est une très belle présentation du film en tout cas. On pourra difficilement faire mieux. Merci. Et ce qui est évidemment, mais a-t-on besoin encore de le dire, un immense classique du cinéma. Et qui devrait être vu par tout le monde ou presque, je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, de manière générale, au-delà même de l'aspect cinématographique, je pense que l'aspect politique est aussi très intéressant. J'aurais aimé, adoré le découvrir, je ne sais pas, au lycée ou quoi que ce soit. Mais je pense effectivement que c'est un film que tout le monde ou presque devrait voir, ne serait-ce que pour l'expérience que c'est. Je pense qu'on n'en ressort pas indifférent, quoi qu'il en soit. Et ça, je trouve que c'est malheureusement le cas pas mal de fois ces derniers temps, au cinéma ou sur les plateformes de streaming. Et je te propose, sur cette belle conclusion, qu'on attaque le débat. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, on t'a un peu présenté, tu as fait 5 ans chez Cinémacro, tu es en école de journalisme. Tu es donc, un peu pour situer, pour les quelques personnes qu'on a peut-être perdues pendant le questionnaire de Proust, tu es finalement la personne, pour moi je pense, idéale pour évoquer peut-être les liens entre la critique, parce qu'on est quand même on va plutôt axer ça sur un côté cinématographique, mais la critique amateur et un monde plus professionnel. Peut-être que tu as envie d'expliquer un peu plus en détail ton parcours. Oui, donc comme tu l'as dit, j'ai passé 4 ans, c'est ça, 4 ans quasiment, un peu plus de 4 ans chez Cinémacro, donc où j'étais tour à tour rédacteur puis rédacteur en chef. Au-delà de l'aspect gestion, ouais, du site, etc., je pense que ça m'a beaucoup apporté pour ce qui est mon futur métier maintenant, puisque je pense que le simple fait d'écrire régulièrement, même si je n'avais aucune technique rédactionnelle journalistique en tant que telle, c'était déjà un bon entraînement et une manière de progresser. Donc je pense que là-dessus, c'est hyper important. Et à mon avis, c'est aussi ce qui, voilà, je n'ai jamais parlé à mon directeur, mais je pense que c'est en partie ce qui m'a permis d'accéder à cette école, c'est de montrer que sans être professionnel, le simple fait de se donner, de s'investir dans une structure, qu'elle soit amateur d'ailleurs ou professionnelle, est déjà un signe d'une certaine envie. Donc je ne sais pas si je suis le mieux à même pour en parler, mais en tout cas j'espère faire cette passerelle de l'amateur au professionnel. Et là-dessus, je pense que l'amateur peut être, en tout cas, je pense, m'a été d'une grande aide, et je pense que je ne suis pas le seul. D'ailleurs, toi maintenant qui touche du doigt presque le monde professionnel, qu'est-ce que tu vois comme différence vraiment profonde entre le monde amateur et le monde professionnel, toi qui as expérimenté les deux? Déjà, d'un point de vue simplement rédactionnel, il y a une différence qui est majeure. C'est-à-dire que quand on travaille pour un journal, quand on écrit pour un journal en tout cas, on a des contraintes. On a des contraintes de ligne, on a des contraintes de caractère, on a des contraintes de forme aussi.
des contraintes dans le fond aussi également. Il est possible qu'il y ait des éléments qui soient dans les critiques. Alors que quand on travaille en tant qu'amateur, ce qui est à la fois une qualité et un défaut, c'est on n'a pas de limite, on n'a pas de barrière. Moi, quand j'écrivais des critiques au sein de Cinémacro, j'avais aucune barrière. C'est-à-dire que je pouvais écrire des critiques qui faisaient 300 caractères comme des critiques qui en faisaient 5000. Il n'y avait aucune limite là-dessus. C'est là la différence qui est majeure, c'est dans la considération de son propre travail et des limites qu'on doit s'imposer. C'est-à-dire que quand j'étais rédacteur, donc je n'avais aucune limite à m'imposer, sinon celle que je m'imposais à moi-même. Quand on travaille pour un journal, on a des limites évidentes et je pense pas que ce soit que négatif. Je pense que travailler avec une équipe, avec quelqu'un qui vous challenge et qui remet en cause ce que vous faites, c'est aussi une manière d'améliorer son travail. Je pense que la première des différences, elle se fait déjà là-dessus, dans la considération de son propre travail. Mais du coup, quelle place on doit ou on peut accorder à la critique au monde cinématographique amateur, puisque à t'entendre, si je le prends vraiment factuellement, sans presque digérer ce que tu viens de dire, on a l'impression que c'est un monde un peu sans contraintes, sans règles, mais en même temps sans... Comment dire ça sans travail presque, on pourrait penser. Alors oui, sans contrainte, sans règles, ça reste aussi l'expérience que moi j'en ai fait, parce que même si quand je dis ça, je m'imposais moi aussi des règles orthographiques, d'organisation de mes critiques, de mes analyses, et je m'impose aussi à ceux avec qui j'ai travaillé, on a travaillé tous les deux. Je pense pas effectivement qu'il n'y ait pas de travail. Au contraire, je pense que justement quand on est plus libre sur le web, on est aussi plus libre de faire des choses beaucoup plus longues, beaucoup plus poussées, on va dire, dans l'analyse, parce qu'on n'a pas comme je t'ai dit, cette limite de temps ni de caractère. Je ne considère pas que, par contre, qu'il y ait un manque de travail. Je veux pas qu'on pense que je pense qu'il n'y a pas de travail. J'ai fait ça pendant 4 ans et clairement, voilà, c'est du travail. C'est un travail différent. Quant à la place qu'on va laisser à la critique amateur dans le paysage, on va dire journalistique, bah, la réponse elle est simple, c'est pas qu'on peut leur laisser de la place ou pas, c'est que la place c'est de la prenne. Et ils l'ont pris sur quelque chose qui est très important pour la critique amateur, c'est Internet. C'est-à-dire qu'effectivement la critique amateur n'a pas pu en grande partie se faire une place dans le paysage médiatique traditionnel, la presse écrite, la radio, la télé, etc. Sauf à de très rares exceptions et je pense beaucoup plus reculé dans le temps, je pense que maintenant c'est beaucoup moins possible. Mais ils ont pris cette place via Internet, un canal qui, en fait, était totalement libre dans le sens où n'importe qui pouvait prendre son site web, peut créer son site web maintenant et, euh, et écrire ce qu'il voulait. Donc en fait, les médias n'ont pas eu leur mot à dire là-dedans et la critique amateur s'est installée d'elle-même et s'est trouvé le public là sur Internet. Est-ce que tu penses justement, tu le dis un peu, il y a une forme, alors je me suis fait l'avocat du diable évidemment sur la question précédente, mais est-ce que tu penses qu'avec cette liberté, en tout cas dans le travail, nous en tout cas qu'on a tous les deux expérimenté chez Cinémacro, est-ce que tu penses un peu que cette liberté un peu sur la forme et sur le fond explique le succès que ça a eu, notamment sur Internet, maintenant avec Internet, ça encourage quand même, j'ai l'impression, quand on voit Twitter, qu'on a vu Facebook avant, quand on voit YouTube par exemple, ça encourage quand même pour sortir un peu de la masse, ça encourage un peu quelque chose d'alternatif. Est-ce que justement c'est cette liberté sur le champ d'action, la critique amateur, qui lui a permis de prendre autant de place aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression qu'on prête autant considération à des amateurs qu'à des professionnels aujourd'hui. Je pense que ça a joué. Effectivement, je pense que le fait qu'on laisse une liberté, que Internet en tout cas laisse une liberté totale de création, on va dire, a joué. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est que ce qui est le plus connu maintenant, ce qui a le plus de succès sur Internet, en tout cas, je pense à YouTube par exemple, ce sont les produits les plus uniformisés finalement, les produits les plus raccourcis qui se ressemblent de manière assez globale. Ah, je vais pas citer de nom parce que je considère pas non plus que ce sont de mauvais vidéastes, mais paradoxalement, effectivement, il y a une liberté de création qui a été incroyable, notamment dans tout ce qui est écrit, et même sur YouTube de manière générale. Là, je pense notamment à Monsieur Bobine qui, voilà, au Ciné-Club de Monsieur Bobine, a une équipe qui fait souvent des vidéos très longues et très poussées, à l'analyse vraiment très pointue et dense, on va dire,
où là, effectivement, ils auraient pas pu faire ça dans un média traditionnel parce que c'est beaucoup trop poussé pour attirer un lecteur, on va dire, traditionnel. Mais je pense effectivement que la critique amateur a gagné ses galons, en partie parce que il y avait cette liberté et qu'on y trouvait quelque chose qu'on ne trouvait pas ailleurs. Ce qui a joué aussi, je pense, et peut-être on y reviendra après, c'est la quantité. C'est que là, on avait quelques grands médias traditionnels qui créaient du contenu. Là, avec Internet, ça s'est démultiplié. Et voilà, pardon. Vas-y. Non, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais quand même t'attirer dessus sur la polarisation un peu autour des mêmes films qu'on constate, c'est-à-dire que c'est des films à grand succès qui attirent c'est la course à la vue presque. Est-ce que justement, c'est pas un peu le mal de cette critique amateur d'être tellement noyé dans la masse, parce qu'aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein, il y a beaucoup, presque trop d'avis, entre guillemets, parce que chaque avis compte, mais il y a presque tout qu'il faut sortir le plus vite possible pour s'extraire de la masse. Et même question auxiliaire à celle-ci, est-ce que justement ça dessert pas aussi les médias pros qui, eux, peuvent peut-être pas travailler aussi vite que les amateurs? Je t'accorderai sur un point, c'est que effectivement, il y a cette course à l'audimat, lapsus un petit peu parce que l'audimat c'est un terme avant tout télévisuel, mais cette course vraiment au clic euh, qui s'est faite évidemment parce que, comme j'ai dit, il y a eu une quantité astronomique de contenu qui est arrivé sur Internet. Donc, comment se détacher de la masse? Il y a deux façons, hein. Soit tu crées un média ou un site de niche qui se concentre sur un seul aspect, sur le cinéma français, le cinéma d'auteur, etc. Mais donc là, tu te prives d'ores et déjà d'une audience, tout en te concentrant sur une audience très restreinte, mais on va dire très fidèle. Soit effectivement, tu appliques en fait ce qui est devenu la recette d'Internet maintenant, c'est du contenu rapide, du contenu facile. Je pense voilà, là je pense aux analyses par exemple de bandes-annonces qui, en tant que telles, n'ont aucun intérêt cinématographique puisque les bandes-annonces sont avant tout des produits marketing et marketés, qui sont d'ailleurs montés par des agences marketing et non pas par les réalisateurs des films. Euh, je pense que effectivement le souci majeur c'est voilà de cette course à l'audience qui en fait est le résultat d'une audience sur internet qui consomme du contenu de plus en plus rapidement et donc du coup qu'il faut intéresser de plus en plus rapidement et effectivement les médias on va dire traditionnels plus que professionnels sont obligés en partie de s'immiscer dans cette course même si l'aura puis on va dire journalistique qu'ils ont font que ils ont déjà un public on va dire préétabli et que ils ont moins cette obligation d'être dans cette course à l'audience que ne le sont les petits vidéastes ou les petits écrivains en herbe on va dire qui eux n'ont un peu que ça on va dire pour pouvoir se sortir de la masse quoi. Avec presque ce changement de code dans la manière de transmettre, est-ce que, encore une fois, je vais mettre les deux pieds dans le plat, mais est-ce que la critique professionnelle, elle est pas devenue finalement has-been avec ce changement de transmission? La question est intéressante parce que pour moi on pourrait se poser une question de là, est-ce que le journalisme traditionnel est pas devenu has-been? Est-ce que pour le public maintenant d'Internet, la télévision, enfin le public d'Internet, en tout cas le public qui consomme de l'information et de la critique sur Internet, est-ce que les médias sont pas devenus has-been? C'est une possibilité. C'est une possibilité parce que le rapport à l'information n'est pas le même d'un d'un média traditionnel à un média à Internet de manière générale. Est-ce que c'est devenu has-been? J'ai du mal à le penser parce que j'ai quand même l'impression que les médias, la critique professionnelle commence à considérer un peu plus Internet, même si c'est encore compliqué, et à comprendre qu'en fait il faut investir ce terrain et que en fait on ne ramènera pas les jeunes à la presse écrite ou à la radio ou à la télévision si on ne va pas les chercher sur leur propre terrain. Donc est-ce que la critique professionnelle est devenue has-been? En partie oui, mais on va dire qu'elle se guérit quoi. Elle essaye en tout cas pour une partie d'entre elles de se guérir, même si le principe même de la critique est quand même quelque chose de difficilement applicable, on va dire vendable ou vendeur sur internet. Est-ce que justement, finalement, qu'est-ce que la critique professionnelle, tu dis qu'il y a une partie qui essaie de s'adapter pour conquérir le marché, presque le marché d'Internet qui est devenu le marché principal aujourd'hui de l'information. Euh,
qu'est-ce que le monde professionnel pourra avoir à apprendre, tu penses, du monde amateur pour essayer de conquérir ce marché? Qu'est-ce que le monde professionnel pourrait apprendre du monde amateur? S'il y a des choses à apprendre. S'il y a des choses à apprendre. Je sais pas honnêtement si le monde professionnel a quelque chose à apprendre d'un point de vue journalistique au monde amateur. En revanche, il a à apprendre de la manière dont ils ont su capter ce public et capter son intérêt. Là, je pense que le problème de beaucoup de grands médias encore, c'est qu'ils n'essaient pas en fait d'adapter leur contenu à ceux qui utilisent avant tout Internet, mais qu'ils essaient d'appliquer leur code à Internet, à ce public sur Internet. Je pense que c'est une erreur. C'est aux médias de s'adapter et certains d'entre eux le font. Je pense au Monde notamment qui produit du contenu qui est souvent viral parce que justement il est adapté à Internet et aux attentes des internautes, notamment sur le côté plus interactif des contenus. Je pense que la critique professionnelle a à apprendre de ce côté-là, d'essayer de comprendre justement comment et pourquoi ces gens-là ont réussi à capter un public qu'eux ont quand même toujours du mal à conquérir aujourd'hui, quoi. Je vais poser une question où je vais peut-être cibler très fort certains amateurs ou certains professionnels, mais avec le changement de ces codes, avec cette volonté d'aller absolument dans la quantité, moi j'ai l'impression presque que la forme compte parfois plus que le fond. Et je pense à des médias parfois professionnels. Voilà, je pense que c'est facile de deviner. J'en ai un en tête notamment qui est très sur la forme et pas forcément sur le fond et qui a bien conquéri Internet. Je pense que tu vois duquel je parle. Ça commence par un K. Ou d'autres amateurs également. Est-ce qu'il n'y a pas un risque idéologique si je vais dans l'extrême, mais même un risque pour la réflexion globale autour du cinéma ou autour du journalisme en général? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que en permettant à des gens qui ne maîtrisent pas forcément les codes de la forme comme les codes du fond, parce que parler de cinéma, on en a fait l'amère expérience nous-mêmes en nous faisant l'autocritique, mais il y a nos premiers articles, peut-être qu'on ne maîtrisait pas tous les codes, en tout cas moi personnellement je ne maîtrisais pas tous les codes du fond, et c'est un vrai gros problème. Est-ce qu'il n'y a pas un souci pour le débat que tant de gens qui ne maîtrisent pas forcément la forme et le fond aient autant de place? Je pense effectivement que la forme a pris le pas, en tout cas sur Internet, sur le fond. Comme tu le dis, au début, on n'avait pas forcément les codes, et je pense que on a réussi en partie parce que je pense qu'on a amélioré notre travail, mais aussi parce qu'on a su capter quels étaient les codes qui plaisaient ou les codes voilà qui pouvaient faire notre succès. De manière générale, je pense que c'est indéniable qu'avec Internet, la forme prime sur le fond. Donc ouais, je pense que la forme prévaut désormais sur Internet sur le fond. Tu as cité, voilà, sans dire son nom, le fameux média un petit peu qui a les bonnes grâces des jeunes en ce moment. Je pense qu'en fait la forme prévaut sur le fond maintenant, tout simplement parce que on a un rapport, on va dire, à l'information qui est totalement différent. On n'attend plus l'information. L'information elle vient directement à nous et elle passe, c'est une information en chasse une autre de manière extrêmement rapide. Il faut quand même se rendre compte de ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que quelque chose qui se passe à l'autre bout du monde, en 10 secondes, peut être connu au fin fond de la Creuse en France, quoi. J'ai rien contre la Creuse, mais voilà, ça peut être connu dans des endroits où on n'aurait jamais pensé le connaître. Donc le rapport à l'information, il change. Le rapport donc à la critique aussi, il change. Et comment on fait la différence? Comment on arrive à faire parler son contenu tout en gardant un fond qui soit appréciable, on va dire? C'est avec la forme. Et voilà, la forme n'est pas toujours en accord avec le fond, mais est-ce que c'est pas nécessaire pour pouvoir exister, pour pouvoir faire parler de soi, entre guillemets, avec une audience qui soit plus importante? Je pense que c'est nécessaire. Après, c'est une question aussi de morale et est-ce que tu as envie d'être connu avec une forme qui ne te plaît pas? Voilà, ça c'est une autre question qui peut se poser, mais ça, c'est une question qui est propre à chaque créateur de contenu sur Internet. Est-ce que c'est pas un peu le mal de notre époque? Je reprends un peu ce que tu disais pendant le questionnaire de Proust. Tu critiquais un peu la nostalgie. C'est une impression et c'est quelque chose qui revient trop souvent même en matière de cinéma aujourd'hui.
c'est d'avoir l'impression que la forme compte plus que le fond en termes de cinéma, c'est-à-dire qu'on va faire des belles images qui vont être bien pour être diffusées sur les réseaux sociaux, mais en matière de cinématographique, en matière de langage cinématographique, c'est un peu, ça se nivelle un peu vers le bas. Est-ce que tu penses que c'est un mal un peu d'époque ou c'est un peu quelque chose qui est propre au cinéma dans la tendance actuelle sur les dernières années? Alors, ça va peut-être faire très vieux con, hein, mais je pense effectivement que c'est un mal qui est propre à notre époque, dans le paysage médiatique et dans le paysage cinématographique, que la forme, que les contours soient plus importants que le fond. Euh, et là, je vais prendre un exemple qui est tout à fait récent pour nous. Donc là, on est aux environs de février, la bande-annonce du prochain Doctor Strange vient de sortir. Tous les gens s'extasient, non pas pour les belles images, non pas parce que Sam Raimi aurait fait un travail de mise en scène qui soit particulièrement prometteur, même si effectivement les Doctor Strange souvent brillent briller, j'exagère peut-être, mais en tout cas, ceux sont distingués dans le marasme de Marvel par des tentatives visuelles plutôt remarquées. Tout le monde ne parle que de la présence de tel personnage. Et c'est la même chose qu'on a eu avec le dernier Spider-Man, c'est ok, vous êtes contents, les trois Spider-Man sont revenus, ils se battent ensemble, et après. C'est toujours le et après. Et je pense que le mal de notre époque, pour reprendre ton expression, c'est justement de ne se limiter justement maintenant qu'à cette forme et ne plus aller chercher le fond. Et c'est un problème au niveau du cinéma, en tout cas du cinéma de grands spectacles qui, pour une écrasante majorité, s'uniformise, et aussi dans le paysage médiatique où effectivement la forme devient nécessaire pour avoir un fond qui soit audible. Alors que je pense que dans les médias traditionnels, le fond faisait d'abord office de juge, quoi. Alors justement, il y a une plateforme qui, à mes yeux, cristallise un peu tous ces points d'ombre qu'on vient de citer, euh, même qui cristallise plus que la première fois on a enregistré cette émission, c'est YouTube, avec un travail qui est de plus en plus remis en doute par ceux qui travaillent sur YouTube. Alors pas tous, tu as cité par exemple Monsieur Bobine, le travail du cinéma de Monsieur Bobine, qui est un excellent travail, que moi aussi j'apprécie beaucoup et que je vous encourage à découvrir. Mais pas mal de youtubeurs importants. Alors, on va pas faire une chasse aux sorcières, donc on va pas commencer à lister les youtubeurs qui posent problème. Mais avec YouTube, qui est une plateforme qui encourage presque si fortement l'image, et YouTube qui est aussi la plateforme pour laquelle ça rayonne le plus. Il y a beaucoup plus d'impact pour les youtubeurs que pour les blogueurs, presque, j'ai l'impression, en termes chiffrés. Euh, Est-ce que YouTube maintenant n'est pas le nouveau média fort de cette critique amateur, avec ses forces et surtout avec ses faiblesses? Je suis relativement d'accord parce que effectivement, YouTube est arrivé, c'est-à-dire que les blogs, ça fait très longtemps que ça existe, mais YouTube est arrivé dans les 10 dernières années et a pris une importance capitale dans le paysage de la critique amateur. Ça, je pense que c'est une évidence. Dire ceux qui font l'actualité, ce sont aussi ceux qui font les vidéastes en tout cas. Et moi, ça me pose problème, en grande partie, parce que pour ceux qui réussissent le mieux, en tout cas actuellement, je vais faire une petite digression, mais je pense que dans le paysage YouTube, il y a quand même, on va dire, deux périodes. Une période qui va courir, on va dire, entre début des années 2010 jusqu'à, on va dire, 2016-2017, avec un panel de youtubeurs qui, eux, avaient une forme, comment dire, d'innocence par rapport à ce média parce qu'on n'en vivait pas encore totalement. Et par la suite, donc on va dire de 2018 jusqu'à nos jours, on a par contre un panel de vidéastes qui viennent sur YouTube, entre autres pour parler de cinéma, mais surtout parce qu'ils voient la manne, peut-être pas financière parce qu'ils gagnent pas extrêmement bien leur vie, mais en tout cas qui voient l'impact immédiat et facile qu'ils peuvent avoir. Et donc, comment on a un impact immédiat et facile? On en a déjà parlé, c'est en faisant du contenu facile, en faisant du contenu de la réaction, du buzz, globalement, du contenu hyper régulier comment dire, et qui se cristallise autour d'événements très très rapidement. Donc je pense qu'effectivement, en partie, YouTube est devenu le média fort et qu'on a le sommet de l'iceberg
qui est un petit peu dominé par des youtubeurs, des vidéastes très, voilà, on va dire, très mainstream, avec ce contenu très facile, etc. Et en dessous, des vidéastes qui essaient de se faire une place avec du contenu qui soit un peu plus qualitatif, mais qui malheureusement n'arrive pas toujours à se faire une place. Et on y revient, c'est la forme qui prend le pas sur le fond, puisque chez ces vidéastes-là, c'est le fond qui est privilégié, mais ils réussissent moins que ceux pour qui la forme est plus importante, quoi. Pourtant, on voit maintenant arriver sur les plateaux télé, sur des plateaux professionnels, certains youtubeurs. Encore une fois, je suis pas là pour faire de la promotion, mais on voit que de plus en plus, il y a un passage, une transition que en soi tu effectues, c'est-à-dire de passer du monde amateur au monde professionnel. La différence peut-être, c'est que toi tu passes par les voies classiques. Mm. Mais quelle vision toi tu as de voir des youtubeurs qui n'ont pas forcément des, des formations journalistiques, j'entends, parce qu'il y en a souvent qui ont même des formations cinématographiques, mais qui n'ont pas forcément de formation journalistique. Quel regard toi tu as sur l'arrivée de ces gens-là dans le monde professionnel? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que le journalisme reste quand même un métier où, je pense, contrairement à beaucoup, beaucoup d'autres, peut-être moins maintenant qu'avant, mais on peut réussir sans être passé par un circuit classique. Je dis beaucoup moins qu'avant parce que aujourd'hui le marché est extrêmement bouché et que les rédactions souvent ne font confiance qu'aux élèves ou aux étudiants qui sortent d'écoles de journalisme et au-delà d'écoles de journalisme qui sont reconnues, comme la mienne. Mais je trouve que c'est une excellente chose que les médias traditionnels fassent une place aux vidéastes. La question est de savoir est-ce que est-ce que c'est bien qu'ils laissent la place à tel ou tel vidéaste? Voilà, la question elle se pose aussi de la qualité de ceux qui sont choisis. Mais je pense que c'est une bonne chose, non seulement parce que on a le droit de donner sa chance à tout le monde, il faut donner sa chance à tout le monde et que le journalisme c'est en partie aussi donner une chance à tout le monde de réussir. Euh, et je pense aussi que c'est une manière pour, voilà, c'est pas non plus désintéressé pour les médias, c'est aussi une manière de capter un nouveau public qui finalement ils n'auront pas, comme on disait avant, à aller chercher, puisque ce public sera lui-même amené par le vidéaste en question. Donc, je pense que de manière générale, c'est une très bonne chose et au-delà, c'est nécessaire pour capter un public qui de toute façon, je pense, est définitivement condamné à s'éloigner de plus en plus de ces médias traditionnels. Alors, on a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé d'un point de vue journalistique. On va peut-être revenir un peu sur une vision plus cinématographique. Quel impact ça a pu avoir d'un point de vue vraiment purement cinématographique, l'apparition de cette pluralité d'avis, de cette quantité immense d'avis? Est-ce que ça a bougé quelque chose en termes de cinéma et si oui, qu'est-ce qui a bougé pour toi? Je pense que en partie ça a fait bouger les choses. Je pense pas que ça a bousculé les codes cinématographiques. Encore qu'il y ait quelques films qui est pour, on va dire comme essence et comme, comment je pourrais dire ça, comme langage visuel Internet de manière générale. Est-ce que ça a impacté fortement? Non. Après, je pense que on ne fait plus les films de la même manière qu'on les faisait avant. Parce que beaucoup plus de maisons de production sont conscientes de la viralité de leur contenu, sont conscientes de la viralité de certaines choses. Je l'ai beaucoup évoqué, on va croire que c'est une relation d'amour-haine, mais je pense que ce que fait Marvel en ce moment, c'est aussi une prise de conscience de la viralité qui se retrouve dans l'essence même de ces films. Parce que la résurgence même de cette nostalgie, c'est aussi une prise de conscience de la viralité de ce genre de contenu. En fait, on ne crée plus, en tout cas dans le cinéma, je veux dire de manière, le cinéma de grand spectacle, on va dire, les blockbusters américains de manière générale, on ne crée plus, ou beaucoup moins, des choses nouvelles, mais on se repose beaucoup sur la nostalgie, on l'a déjà beaucoup évoqué. Pourquoi? Pour la viralité que ça produit. Parce que c'est du public facile, et c'est un public encore plus important que ça ne l'était avant l'ère d'Internet dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc l'impact, il y est, c'est certain, dans la manière dont on a de construire, enfin de produire du cinéma. Après, je pense que les artistes en tant que tels ne sont pas impactés tant que ça
par cette nouvelle donne à prendre en compte. Il y a, il y a un truc, alors moi personnellement j'en ai pas forcément fait les frais, mais vois aussi beaucoup de gens qui cumulent peut-être cette activité de critique amateur qui leur offre un public, qui leur permet aussi de sauter le pied, sauter le pas, pardon, pour produire. Alors souvent au stade de court métrage, j'ai pas encore vu de long métrage vraiment sorti par des youtubeurs. Euh, est-ce que la critique amateur peut servir de premier pas justement pour aussi rentrer dans le milieu de l'autre côté, en fait, de l'autre côté de la caméra? Euh, Tu parles effectivement il y a très peu d'exemples de cinéastes comment dire, qui est sauté le pas entre guillemets du long métrage. Il me semble que Le Visiteur du Futur prépare peut-être un long métrage. Et tout à fait récemment, tu as Cyprien qui a évoqué le fait aussi qu'il prépare un long métrage. Alors, de là à préparer et que ça se fasse, on sait qu'il y a un gouffre gigantesque. Mais voilà, c'est peut-être que ça va commencer un peu à se faire. Maintenant, ce qui est compliqué, je pense que c'est compliqué de faire la passerelle entre la critique et, euh, et le monde du cinéma, on va dire professionnel. Je pense que c'est pas parce qu'on parle de cinéma qu'on sait faire du cinéma. Je pense que ça s'apprend. Ça peut s'apprendre sur le terrain, comme le journalisme peut s'apprendre sur le terrain. Mais enfin, je pense que pour l'instant, j'ai du mal à penser que les vidéastes soient suffisamment pris au sérieux pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse considérer qu'ils auraient leur mot à dire pour faire un long métrage. Je veux dire, ok, à l'époque des cahiers du cinéma, de leur création, on avait des gens comme Godard, comme Truffaut, comme Chabrol, des gens qui après ont prouvé qu'on pouvait faire cette passerelle. Je pense que voilà, il y a pas lieu de comparer ce qu'étaient les cahiers du cinéma au début des années, dans les années 50 et ce que sont maintenant les vidéastes actuels. Je pense que la passerelle se fera difficilement parce que ils auront encore du mal, je pense, à être pris au sérieux. Ou alors, il faut créer des courts-métrages et du contenu qui soit qualitatif. Et je pense que ce n'est pas qu'une question de moyens. Je pense que aussi il y a aussi une question de talent et que voilà, faut aussi avoir le talent pour être remarqué quoi. Et avoir évidemment un peu de chance, mais voilà, les vidéastes ne peuvent pas accuser l'industrie de ne pas vouloir d'eux, on va dire. C'est aussi à eux de d'imposer un peu leur style et ne pas vouloir simplement se faire une place dans l'industrie parce que ils auraient un public. Non, il faut prouver sa valeur. Et il faut prouver qu'on n'est pas qu'un amateur entre guillemets du coup. Et ça, je pense que ça reste encore très compliqué. Euh, J'en profite, c'est quelque chose qu'on a été exposé, c'est un peu un des dessous du métier quand on dirige un média amateur. Nous qui avons eu la chance quand même d'avoir un public qui était quand même assez conséquent à notre échelle, Mm. euh, tu as quand même, entre guillemets, le monde professionnel du cinéma qui te drague. Alors, j'aime pas. Je le mets avec des très gros guillemets, le mot draguer, parce que c'est quelque chose auquel on dit pas non et presque qu'on recherche, mais on voit de plus en plus les médias amateurs, et on a été concerné, être invité à des projections presse. Est-ce que tu penses pas que c'est un peu dangereux, entre guillemets, encore une fois, idéologiquement? Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, mais sur des gens qui n'ont pas forcément les codes, qui ne maîtrisent pas forcément. Est-ce que cette drague qui peut être faite parfois est pas un peu problématique du monde du cinéma, euh, avec presque l'impression qu'on est dans une relation pécuniaire, financière, commerciale, et non plus du tout cinématographique? Je suis d'accord. Après, là-dessus, je pense que c'est pas nouveau et que ça s'appliquait déjà en partie à la critique professionnelle. Alors, n'importe quel distributeur qui invite un journaliste professionnel ou un blogueur amateur à une projection presse, c'est certainement pas parce que son travail, enfin, ça peut l'être, mais en tout cas, c'est rarement parce que son travail est qualitatif. C'est parce que il sait très bien que il a une certaine audience et que donc qu'on en parle en bien ou en mal, il va parler de ce film et du coup c'est une porte d'entrée. Moi je prends pour exemple, tu as évoqué le fait qu'on était invité à des avant-premières, etc. On nous a jamais empêché de dire ce qu'on voulait. On a détruit des films qu'on a vus en avant-première. C'est pas pour la sacro-sainte liberté d'expression que ces boîtes nous laissaient faire. C'est surtout parce que ça leur faisait une pub. Et qu'ils savaient très bien que généralement les gens s'arrêtaient
on va dire, au titre, on va dire à la forme, on y revient, et pas forcément au fond. Et que voilà, je veux dire, bonne ou mauvaise, on va dire, toute publicité est bonne à prendre pour eux. Donc c'est un problème, peut-être, mais du coup c'est un problème qui se pose depuis limite l'avènement des avant-premières et l'avènement du journalisme professionnel. Voilà, je pense que le problème, si c'est un problème, le problème n'est pas nouveau. Moi je pense que c'est d'abord avant tout un échange de bons procédés, mais voilà, c'est pas un phénomène récent, quoi. Ça inclut presque, en fait, ça inclut presque les critiques amateurs comme désormais, en fait, une partie du système. Ah, complètement, je pense même que le monde amateur fait partie du système. On va dire que c'est assez flou, entre guillemets, entre la critique amateur et professionnelle, et maintenant on pourrait même considérer que ce sont des semi-amateurs. Les maisons de distribution, maintenant, considèrent ces gens-là, pour leur audience, au même niveau qu'ils considèrent les journalistes professionnels, mais pour leur audience, pas pour l'aspect qualitatif de leur travail. Donc là-dessus, la critique amateur a gagné. La critique amateur a réussi son coup. Maintenant, pour les distributeurs, elle est considérée au même niveau que le sont les journalistes professionnels. Maintenant, tâche à eux, mais même à moi de manière générale auparavant, de ne pas se leurrer sur la raison pour laquelle on les met au même niveau. C'est avant tout pour leur audience, et donc pour le public qu'ils peuvent amener, et pas forcément pour la qualité de leur travail. Ils sont au même niveau là-dessus, mais il faut pas se leurrer sur les raisons de cette mise à niveau, on va dire. J'ai l'impression que, entre guillemets, il y a une génération de blogueurs, de vidéastes amateurs, dans lequel je nous inclus tous les deux, finalement, qui commence à être presque sur la fin, entre guillemets. J'ai l'impression quand même qu'on voit depuis quelques mois une espèce de fin de cycle, à savoir que les anciennes têtes d'affiche de YouTube commencent à soit arrêter YouTube, soit à perdre entre guillemets en popularité. Pareil pour certains blogs. Moi, il y a beaucoup de blogs que j'ai vus qui sont soit passés vraiment de l'autre côté, entre guillemets, ils sont devenus professionnels, soit qui ont arrêté. C'est entre guillemets, c'est un peu notre cas à nous deux qui maintenant ne faisons plus d'écrits cinématographiques de manière régulière. Est-ce qu'il y a un héritage qui a pu être laissé? Euh, tu pointes quelque chose de très intéressant, c'est qu'effectivement, euh, il y a une ambiance de fin de cycle, ou en tout cas de renouvellement. Tu évoques YouTube notamment. Quand on peut penser par exemple on va dire, au trio qui a un peu mené YouTube pendant des années, qui était donc le Fossoyeur, The Panda et Durandal. Je mets Durandal à part parce qu'effectivement il est toujours dans ce milieu. Mais par exemple, The Panda a quasiment délaissé YouTube pour son podcast. Et le Fossoyeur, lui, voilà, il est devenu quasiment arrêter sa chaîne et voilà, de manière sporadique, il va sortir voilà, quelque chose, mais c'est plus son activité principale. Je suis d'accord pour dire qu'il y a une ambiance de fin de cycle parce que toi comme moi, on est arrivé à un moment où on se reconnaissait plus, je pense, dans ce qui se faisait sur Internet. Alors que je pense que nous, on est arrivé à un moment où les blogueurs, en fait, avaient une forme d'innocence sur ce qu'ils faisaient, avaient juste l'envie d'écrire et de partager leur contenu sans pour autant chercher à acquérir un public et une audience. Alors que je pense que beaucoup, maintenant, et là je mets blogueurs et vidéastes mélangés, s'attendent d'abord à trouver un public avant de juste vouloir se faire plaisir en écrivant. Je pense que le plaisir, pour certains d'entre eux, il est d'abord dans le fait d'avoir un public, d'avoir une audience, que dans le plaisir d'écrire. Donc je pense que c'est un problème. Et je pense qu'effectivement, c'est pour ça qu'il y a cette ambiance de fin de cycle, c'est parce que les blogueurs et les vidéastes qui avaient cette forme d'innocence sur leur travail, ils souhaitaient juste finalement parler de leur passion, quand bien même ce soit à 200 ou 5000 personnes. Ces gens-là sont devenus minoritaires et ont été remplacés, je pense, par des gens pour qui la polémique, le buzz, de manière générale, sont devenus un moyen comme un autre de se faire connaître. Alors que toi comme moi, je pense qu'on avait cette envie avant tout de ne surtout pas se faire connaître pour de mauvaises raisons et surtout d'être reconnu pour notre travail. On l'a été à notre échelle, on aurait peut-être plus l'être si on avait fait un contenu qui était plus dans ce côté polémique, etc. Mais je pense que on a fait partie d'une génération qui réagissait comme ça et qui sans doute se reconnaît beaucoup moins dans une critique actuelle amateur qui, pour certains, je ne mets pas tout le monde dans le lot, mais pour certains,
euh, considère que, comme on l'a dit auparavant, que la forme prévaut maintenant sur le fond. Si tu me permets, là, dans les 2-3 prochaines minutes, je vais m'extirper de mon rôle de présentateur pour compléter un peu ce que tu dis, parce que on a quand même fait 4-5 ans ensemble, Mhm. et voilà, je vais me permettre de donner mon avis, mais c'est vrai que lorsqu'on a commencé, on s'est toujours, toi et moi, entre guillemets, presque foutu des vues. On avait même un précepte qui va peut-être sembler étonnant auprès des auditeurs, mais on considérait que le projet, l'idée allait mourir si on faisait de l'argent. C'était bête, mais moi en tout cas, personnellement, c'est ce que je me disais. C'est vrai qu'on avançait par passion, entre guillemets, en se foutant presque du concept de ligne éditoriale, de vue, et qu'avec le temps, on a... Moi, j'ai... Bon, alors qu'il y a le côté professionnel qui faisait que je pouvais plus... reste quand même la raison première, c'est que par mes études à côté, je ne pouvais plus assumer pleinement ma fonction de rédac chef. C'est aussi pour ça que j'ai quitté. Mais il y avait aussi une sensation d'avoir fait le tour de ce monde, en tout cas du blog écrit, d'avoir fait le tour du monde amateur, qui était plus omnubilé maintenant de il fallait presque sortir vite les articles et sortir des trucs populaires pour pouvoir exister, pour pouvoir permettre aux articles sur lesquels on parlait comme on avait envie de parler, de pouvoir exister, pas de se faire noyer dans la masse presque. Et c'est peut-être le changement de génération. Ça fait vieux con de parler de changement de génération, mais bref, on va dire parce que ça reste quand même le terme le plus adapté. Le changement de génération, moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, entre guillemets, c'est qu'on est vraiment plus sur quelque chose de forme et que alors c'est pas, il reste des gens qui débutent même maintenant et qui sont encore très très bons sur le fond, qui sont très très bons sur le fond. Il y a des gens de notre génération qui sont restés, qui se sont pas trahis, entre guillemets, et qui sont toujours très très bons sur le fond. Il en reste que je suis un peu d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'on assiste à un virage dans ce monde-là où on est beaucoup presque à avoir abandonné l'idée. Alors moi tu vas me dire, j'ai toujours cette émission-là qui me permet de parler, mais qui est une autre forme et qui n'a pas forcément les mêmes ambitions qu'on pouvait avoir à l'époque chez Cinémacro, qui est animé par les mêmes préceptes, celui de partager le cinéma avec la vision, sans ligne éditoriale, sans censure, parce que, entre guillemets, moi je dis à mes invités, à tous les invités, vous dites ce que vous voulez quand ça reste dans les normes de la décence. Il y a certaines limites quand même là-dessus. Il y a vraiment cette transition de génération qui est presque inquiétant à se demander presque si le travail qui a pu être fourni, en tout cas l'intérêt qu'on a pu apporter, je nous inclus dans l'eau, je ne sais pas si on a pu apporter un intérêt, mais on a fait partie de ce mouvement-là au cours des années 2010, on va dire. L'intérêt, au moins, on en a parlé, un peu de faire bouger les choses. Est-ce que cet intérêt n'était pas est aujourd'hui un peu vain? Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Euh, c'est vrai que j'espère que pour les auditeurs, je passerai pas non plus pour un vieux con aigri, on va dire. Mais j'ai eu un peu la même sensation que toi, et c'est pour ça que j'ai quitté Cinémacro aussi. J'avais l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose. Et j'ai mis du temps à comprendre pourquoi j'avais cette sensation d'être arrivé au bout de quelque chose. Et c'était aussi parce que je sentais que on était de plus en plus avec Cinémacro. Et ça, je mets aucun de nos rédacteurs en porte-à-faux là-dedans. C'était de ma responsabilité, de notre responsabilité. C'était aussi l'air du temps. Mais effectivement, je crois que j'ai perdu ce mojo parce que euh, j'ai vu mon travail en fait être considéré à partir du moment où je mettais la forme en avant. Euh, de manière assez différente. Ça pouvait être parce que j'allais parler d'un film Marvel en le détruisant de manière assez, voilà, en parlant mal, on va dire, et que ça allait provoquer des réactions chez les fans de Marvel. Je pense que voilà, on sait tous les deux très bien que les fans de Marvel sont parmi les fans les plus virulents qui peuvent se trouver sur le web. Mais aussi, pour reprendre le côté de la forme, les tops, par exemple, les classements marchaient toujours beaucoup mieux que, que les analyses cinématographiques plus poussées.
Ah bah, on faisait des tops pour faire du chiffre, hein, clairement, à l'époque. Ouais, Pour faire du chiffre, pour faire des entrées sur le site, pour permettre à nos autres articles d'exister. c'est ça. Et parce que aussi, par les chiffres, on obtenait la légitimité de dire on écrit sur autre chose. Donc c'était un mouvement de balance qui était malheureusement nécessaire. Et je pense que toi, comme moi, on est arrivé à un point où cette balance, en fait, on supportait plus d'être obligé malgré tout, on se forçait à devoir, à devoir créer cette balance et être dans un rapport beaucoup plus chiffré, on va dire, sur notre site et moins comme on l'était au début. Et c'est là où je fais la majeure différence avec quand je suis arrivé et quand je suis parti. C'est qu'au début, les chiffres, on s'en foutait totalement. Mais on a été obligé de le prendre en compte pour pouvoir exister, pour pouvoir être lu. Parce que, mine de rien, moi en tant que futur journaliste, mais même en tant que juste critique amateur, on n'écrit pas uniquement pour soi, on écrit pour être lu, pour avoir des retours, etc. Donc on a été obligé, avec le changement de paradigme un peu instauré par l'ère des réseaux sociaux, on a été obligé de s'adapter. Et je suis d'accord pour dire que non seulement toi comme moi, on a senti qu'on arrivait au bout du chemin, mais que aussi on avait la sensation d'être à la fin d'un cycle qui nous avait plu. Je ne veux pas dire qu'il est définitivement enterré, mais en tout cas qu'il n'a plus l'importance qu'il avait il y a quelques années. Et je pense que c'est ça qui nous a un peu forcé entre guillemets à, à passer le flambeau et à dire ok, nous ça nous plaît plus, donc voilà, on passe le flambeau à ceux à qui ça convient, quoi. Et je reproche pas du tout à ceux qui font ce genre de contenu de le faire. Ils réussissent, ils le font, c'est très bien, voilà, c'est notre manière de faire la critique. C'est pas la manière que j'avais de la faire, donc c'est pour ça que j'ai préféré m'en éloigner. Mais voilà, je pense que toi comme moi, on sera d'accord pour dire que voilà, la critique amateur ne ressemble plus à celle qu'on a connue et qui nous plaisait et sur laquelle on avait plaisir à écrire. Après, je pense que c'est un sentiment qu'on partageait tous les deux, mais moi, presque sur les derniers mois à l'écrit, je prenais presque plus de plaisir à écrire. Ah, C'était plus du plaisir parce que on devait s'imposer en fait presque des règles professionnelles, alors que moi en tout cas qui suis pas du tout dans un univers journalistique presque, enfin c'est quelque chose qui était vraiment fait en amateur, c'était presque à l'opposé en fait de pourquoi on faisait ça à la base. ah, je suis d'accord. Et puis, la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est qu'effectivement, la critique amateur, je me destinais à en faire mon futur métier. Donc je pense que j'avais beaucoup moins ce dégoût, entre guillemets, que tu l'avais. Mais effectivement, je sentais bien que on se forçait, enfin en tout cas on se forçait, je me forçais à écrire sur des films qui me plaisaient pas forcément, mais dont je savais que ça allait faire du clic. Voilà, les Marvel, ça me plaisait rarement d'aller voir un Marvel, mais je savais que ça allait faire du clic. Après, c'était à tâche à moi aussi de rendre la critique appréciable en comment dire, en trouvant un angle qui puisse apporter un éclairage et pas juste être une critique un peu assassine comme on peut en voir beaucoup d'autres et qui n'apporte un peu rien au récit, quoi, genre. Mais effectivement, voilà, pour en revenir, je pense on est arrivé à un moment où en fait on s'était un peu un peu adapté à ce système, à ce nouveau système, et c'est quand on s'en est rendu compte qu'on a décidé finalement de lâcher prise et de dire ok, ce système est trop fort, à notre échelle on peut pas lutter contre, donc on a préféré partir faire nos trucs de notre côté. Et moi, voilà, j'ai attaqué des études journalistiques et toi avec l'atérociné qui, voilà, est une incursion dans quelque chose, le podcast, qui je trouve est beaucoup moins gangréné ce qu'on a évoqué depuis tout ce temps dans la critique écrite plus particulièrement. Bah c'est maintenant pour être depuis un an du coup, au moment où vous écoutez cette émission, ça fait un an entre guillemets que je suis dans le monde du podcast et on voit entre guillemets que c'est presque plus sain. Parce que moi j'ai des souvenirs que le monde de critiques, de blogueurs, youtubeurs, ciné, il est pas forcément très sain parce que c'est presque
c'est presque une guerre, alors que, entre guillemets, quand on a débuté, je sais pas si tu te souviens, mais presque on était tous potes et on essayait tous de s'entraider pour essayer de donner de la vue, mais pas forcément dans un but quantitatif, c'était pour étendre, on s'étendait, on partageait les points de vue, et maintenant j'ai l'impression presque que le côté partage s'est perdu, et c'est un côté partage que je retrouve moi dans le podcast, qui me fait reprendre plaisir entre guillemets, à parler de cinéma. Ah, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Et s'il passe par là, je salue notamment Quentin de la rencontre du 7e art, où, voilà, pendant longtemps, on était entre guillemets en face à face. On avait un petit peu la même, bon, voilà, lui était plus penché vers le cinéma, voilà, on va dire enfin pas le nouvel Hollywood justement, mais l'âge d'or d'Hollywood. Voilà, on avait sensiblement un public un peu différent, mais on avait quand même un public qui pouvait on pouvait être concurrent, on va dire, mais on sera d'accord pour dire, toi et moi, que je me suis jamais senti en concurrence avec Quentin. Et comme tu dis, on a toujours été dans ce rapport assez amical avec lui, et on partageait nos travaux, etc., nos articles. Voilà, si c'était qualitatif, on le partageait. Et effectivement, cette notion de partage, cette notion d'entraide dans le milieu du blog, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup moins visible. Tout le monde est dans son petit précaré, tout le monde est dans un rapport voilà, plus chiffré, finalement. On en revient toujours à ça, c'est-à-dire que c'est la bataille des chiffres, c'est la bataille de comment j'arrive à exister, comment j'arrive à faire ma place par rapport aux autres. Et bah du coup, bah si on s'entraide, ça marche pas parce que voilà, ça fait de la publicité pour machin et pas pour moi. Et voilà, les questions d'entraide se font se font beaucoup moins qu'auparavant, quoi. Et là, en y réfléchissant, même au niveau des vidéastes, il y a eu quelques collaborations qui ont été faites, euh, mais beaucoup moins à mon avis par le passé, parce que tout le monde est dans une bataille pour exister et qu'en fait, il faut trouver le moyen de se singulariser, et ça passe plus par cette entraide, et je trouve ça assez dommage parce que on, j'ai peut-être un côté un peu cyclique, mais voilà, on revient à ce côté cynique de je suis pas là pour partager ma passion et parler de ce qui me fait vivre en tant que amateur du cinéma, mais je suis là pour faire plaisir à mon audience et glaner une audience toujours plus grande. Et je trouve que c'est ce qui fait le plus de mal à la critique amateur actuellement. J'appuie évidemment ton propos. D'ailleurs, tu parles de Quentin dans la rencontre du 7e art, et voilà, moi je lis toujours avec grand plaisir ce qu'il fait. Il est venu il y a quelques temps faire un apéro ciné justement consacré au cinéma muet, donc je le salue. Je salue aussi les amis des réfracteurs, qui font partie, entre guillemets, aussi des rares blogs que je lis encore, pour les raisons que tu viens de citer. Je vais mettre peut-être un peu les pieds dans le plat pour refaire un peu bouger le débat, mais avec toutes les considérations quand même plutôt négatives qu'on vient de faire depuis quelques minutes, est-ce que tu vois, toi, des choses pour, entre guillemets, réaméliorer cette scène amateur, ou est-ce qu'il vaut mieux arrêter les frais maintenant pour toi? Question difficile, effectivement. Je pense qu'on peut penser que je suis un petit peu négatif sur la vision que j'ai de la critique amateur. J'ai peur, en effet, que la critique amateur se morfonde un petit peu dans un marasme, on va dire, une forme de nivellement vers le bas, et que voilà, la forme continue à prévaloir sur le fond, et que ça devienne encore plus la norme. Maintenant, j'ai toujours bon espoir parce qu'il existe toujours, il faut le dire, d'excellents vidéastes et d'excellents blogueurs, des gens qui font un travail qui est réellement journalistique et qui auraient leur place, je pense, dans n'importe quel média généraliste qui parlera de cinéma. Donc là-dessus, c'est une lueur d'espoir. C'est une manière de se dire que aussi, ces gens-là, ils existent. Quoi qu'il en soit, ils existent et ils prouvent leur qualité par leur travail avant tout, et pas pour leur propension à créer le buzz, et par leur seule envie de se faire une audience. C'est leur travail qui parle avant tout. Donc j'ai bon espoir que ces gens-là existent toujours, et je pense qu'ils existeront toujours, et qu'il y aura toujours un public pour les suivre. Et au-delà, euh, la passerelle se fait du monde amateur au monde professionnel, elle peut se faire aussi du monde professionnel
au monde amateur. Je pense que, enfin en tout cas au monde d'Internet, on va dire. Je pense que les médias traditionnels prennent de plus en plus en compte que Internet existe, qu'il y a un public qui les a délaissés et qui maintenant euh, s'exprime exclusivement sur Internet et sur les réseaux sociaux, et que du coup il faut aller capter ce public-là là-bas, en s'adaptant à ses codes et pas en pensant juste faire du journalisme sur Internet. Donc j'ai bon espoir que aussi ces médias-là se fassent une place et justement en gardant une déontologie et un rigorisme journalistique permettent de renouveler un petit peu le paysage et voilà de faire en sorte que la balance entre la forme et le fond soit plus équilibrée et que du coup ça oblige ceux qui privilégient la forme à réfléchir un tout petit peu plus sur le fond de leur propos. C'est bien, c'est que ça fait un peu, pour terminer ce débat, presque une lueur d'espoir quand même. Parce qu'on n'a pas forcément été... on n'a pas forcément fait un beau portrait de ce monde dans lequel on a évolué. Même si moi quand même, au-delà de toutes les critiques qu'on en a fait, j'en tire quand même beaucoup, beaucoup de positifs. Que ce soit par rapport à moi-même, ce que j'ai pu apprendre. Ah oui, non mais En termes de travail personnel, cinématographique ou des rencontres que j'ai pu faire. Je sais pas pour toi, mais... ah ben je suis totalement d'accord. Voilà, je critique ce que c'est devenu aujourd'hui et la raison aussi pour laquelle je l'ai un peu délaissé. Mais ça m'a énormément appris. Je pense que la critique amateur est une bénédiction. Je pense que il est important que chacun puisse s'exprimer, tout en restant dans les limites de la décence et de la loi, hein, comme toujours. Mais c'est une bénédiction que chacun puisse s'exprimer. Internet, c'est un outil démocratique qui est formidable, dans un sens comme dans l'autre. Voilà, que ça donne du négatif, oui. Et ça a donné du positif aussi. Ça en donne et ça en donnera toujours. Moi, ça m'a donné du positif et je regrette absolument pas ces 4 années passées au sein de Cinéma Pro. Donc, je pense que s'il fallait dire un mot, c'est que s'il fallait dire une sorte de dernier mot, ce serait que c'est justement parce que j'ai apprécié cette expérience-là que j'espère que je la retrouverai un jour de manière plus générale sur la critique amateur et que je serai entre guillemets à nouveau ravi de voir une critique amateur qui resplendit et qui n'aura quasiment rien à envier au monde professionnel. Et j'allais te demander si tu pouvais conclure là-dessus, mais tu as devancé ma question. Oui, je pense que on n'a pas forcément été très, très positif sur ce débat depuis une petite heure maintenant, mais on en tire quand même du positif là-dessus. Il y a quand même des bonnes choses. C'est vrai qu'on a pointé les écueils, mais faut dire aussi que ça permet à plein d'avis de s'exprimer. Que parfois, c'est vrai qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas, auxquelles on peut avoir des critiques plus professionnelles qui sont parfois un peu presque calquées les unes sur les autres, et que des amateurs qui maîtrisent les codes, parce que c'est quelque chose que j'avais dit tout à l'heure, mais il y a des gens qui maîtrisent vraiment bien les codes du cinéma, vraiment qui ont une appétence pour le cinéma, une connaissance pour le cinéma qui se ressent dans leur travail, sans qu'ils soient professionnels et qui apportent un point de vue absolument captivant, et qui font avancer le débat sur le film, qui permettent... prendre un exemple personnel, mais j'ai l'impression par exemple que Michael Bay a été réhabilité par les critiques amateurs, comme un auteur, certes imparfait, mais qui a des idées. J'ai l'impression, c'était des choses qui ont été faites en avant, mais par exemple Carpenter ne cesse d'exister encore plus aujourd'hui par cette critique amateur. Ça tombe bien, on a fait un apéro ciné dessus il y a quelques temps, mais ça permet de faire vivre le cinéma et presque ça permet de faire vivre d'autres cinémas. On a eu Annette. Annette, là, l'année dernière, a beaucoup vécu grâce à la popularité qu'il a eue dans le cinéma amateur. Et on voit encore, à l'heure où on enregistre, on voit encore des articles sortir sur Annette, on voit encore des vidéos sortir sur Annette qui sont travaillées, qui sont intéressantes. Et c'est aussi le point de vue positif. Et presque, moi, ce que j'ai envie d'en tirer, c'est que ça permet quand même, mine de rien, de faire avancer la réflexion autour du cinéma dans des endroits sur lesquels ça ne va pas forcément et que c'est important pour exister d'avoir la pluralité des points de vue. Alors, c'est un peu à l'image du cinéma d'aujourd'hui, mais on a certains qui sont très sur la forme, qui sont très commerciaux, qui sont des entreprises sur leur rail, et on peut regretter et avoir envie de passer leur chemin pour eux. Mais il y a aussi des gens qui ne font pas forcément ça pour la visibilité, qui sont parfois un peu invisibilisés, mais qui sont importants à suivre et à lire pour nous-mêmes et pour eux-mêmes, parce que c'est important que leurs avis persistent.
Peut-être avant de nous quitter, pour reprendre la nouvelle forme, puisque c'était pas le cas à l'époque. Normalement, à l'époque, on enchaînait avec un quiz, là, ça va pas être le cas. Mais je vais te demander si ça te dit, si tu as une petite reco pour nos auditeurs et auditrices. Est-ce que tu as un film, un livre sur le cinéma, une série, quelque chose en rapport avec le cinéma à conseiller? Alors, je confesse, ça n'a pas été préparé, mais c'est un peu lié à ouais, au thème de l'émission, puisque ça lie journalisme et cinéma. C'est tout récemment un film qui s'appelle Enquête sur un scandale d'État, de Thierry de Perret, donc avec Roche Dizem notamment et Pio Marmaille. Donc c'est inspiré voilà d'une enquête journalistique sur un trafic de cannabis lié à un homme haut placé de la police française qui est joué par Vincent Lindon. Ouais, Vincent Lindon, si je dis pas de bêtises. Qui a la qualité d'aller au-delà du côté très journalistico-journalistique, puisque ça reste quand même un film sur une enquête journalistique. Donc moi ça me plaît parce que évidemment je suis un petit peu dans le sérail on va dire, mais ça peut ne pas plaire à d'autres si c'est trop centré sur soi-même. Mais il y a un côté, voilà, on est entre la chronique et le thriller, il y a une vraie mise en scène, une vraie volonté de la part du réalisateur justement de créer une histoire cinématographique avec une caméra qui est mouvante. Et voilà, il y a la scène d'intro, elle est très parlante, il y a beaucoup de plans séquences dans le film. Donc voilà, si je devais conseiller quelque chose de tout à fait récent pour à la fois comprendre l'intérêt un petit peu du journalisme et juste aller voir un bon film, je conseillerais Enquête sur un scandale d'État. Eh ben, ça fait une belle recommandation. Moi, je ne l'ai pas encore vu à l'heure où on enregistre. Donc, je vais essayer de le récupérer avant que ça sorte, en tout cas, pour commenter. Merci beaucoup, Thomas, d'être venu. Je Merci, rappelle, merci Antoine. c'était avec un grand plaisir qu'on t'a accueilli. Je rappelle aux auditrices et aux auditeurs que l'on peut te retrouver sur ActuVu, un podcast qui sort tous les samedis, voilà, qui est disponible notamment sur Spotify, que je vous encourage bien évidemment, au-delà de l'amitié qui nous lie, à aller l'écouter. Finalement, c'est peut-être un bon résumé presque de ce petit podcast qu'on vient de faire, entre guillemets, sur la forme et sur le fond, en application. C'est presque une application, j'ai l'impression, je sais pas ce que t'en penses. Non, je suis d'accord. Je souhaite encore une fois un joyeux anniversaire à l'apéro ciné qui souffle sa première bougie aujourd'hui. À l'heure où vous nous écoutez, si vous écoutez le podcast le jour de sa sortie, je vous remercie tous pour votre écoute. Évidemment, tous les articles, tous les blogs, toutes les choses qui peuvent être en lien pour étendre votre écoute sont dans la description. Je vous invite à aller lire ou entendre ou voir les choses, en tout cas positives, que l'on a exprimées ici. Notamment le podcast de Thomas là-dessus. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Je remercie encore une fois, parce que quitte à être un premier anniversaire, j'ai un remerciement tout spécial pour Xavier et Spike qui m'aident au quotidien depuis un an pour vous proposer une émission de qualité, que ce soit en live ou en podcast, et je les en remercie chaleureusement. Je remercie également toute l'équipe de Galaxy Pop, avec Winnie en tête, pour leur formidable travail également depuis un an. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux, un site absolument formidable, une équipe formidable, je veux dire, ils sont tous très sympathiques, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux, et on essaie pour eux également, et pour vous, auditrices et auditeurs, de proposer du contenu de qualité. Et encore une fois, si vous nous écoutez pour la première fois ou depuis un an, je vous remercie pour votre écoute, parce que ça fait énormément plaisir. On l'a dit, le nombre d'écoutes nous importe entre guillemets peu. Moi, je considère qu'au moment où il y a une personne qui a pu nous écouter ou nous lire, et a pu prendre du plaisir ou en tirer du positif, c'est que la chose est réussie. J'espère que par ce podcast, il y aura au moins une personne qui aura pris du plaisir. Pour moi, Thomas, d'en discuter avec toi, moi j'ai pris énormément de plaisir. Donc, entre guillemets, l'enregistrement est une réussite. Moi aussi, Antoine, moi aussi. Donc ça fait 2. Je vous souhaite une bonne continuation à tous. Portez-vous bien et on revient très très vite sur l'apéro ciné pour du nouveau contenu cinéma. À très vite, salut!